Voilà, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Vous êtes nombreux en ce vendredi après-midi et ça nous fait extrêmement plaisir, dans le cadre de cette 9e édition du festival Effervescence, de vous accueillir sur ce temps fort. Vous savez, depuis plusieurs années maintenant, nous sommes un festival de cinéma sur les 5 sens et chaque année, nous essayons de mettre en lumière une profession du cinéma. Donc, nous avions accueilli voilà, plusieurs personnes autour de la direction de la photo. On a eu des masterclass sur la musique de film, sur le son, sur les décors, sur voilà, plein de métiers peu médiatisés du cinéma et en même temps des métiers essentiels pour la bonne réussite d'un film. Or, cette année, nous avions très envie d'apporter un éclairage particulier sur un métier essentiel, ô combien essentiel de l'industrie du cinéma d'animation, mais pas que. On a décidé donc de donner un coup de projecteur sur le métier de doubleur. Et qui mieux pour représenter cette profession que deux voix que vous connaissez certainement. Ce sont des comédiens de théâtre, ce sont de belles personnes humainement. On les associe effectivement aux voix françaises des Simpsons, on en parlera évidemment, mais ils ont, voilà, leur palette est beaucoup plus large que ça. Je vous demande, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Bonjour à tous. Bibiche, ça fout la trouille, tous ces aliens. Hein? Bon, on est très heureux d'être avec vous et on espère qu'on va partager des bons moments. Merci à vous. C'est bien les vrais, hein, vous voyez. Pas de doute. Alors, on a 1h30 à peu près. Voilà, parce que vous savez que le timing d'un festival est très serré. Il y a des films qui vont débuter à 18h15, mais 1h30, ça me semble le temps idéal pour faire une petite balade autour de l'univers du doublage. Et on va peut-être commencer par un extrait par évoquer, en tout cas, l'historique du doublage. Quand le doublage a-t-il été inventé? Alors, on montre peut-être l'extrait et puis vous nous direz un petit peu, vous nous commenterez cette invention du doublage. Alors, j'ai dit enchanté, messieurs. Enchanté de quoi? Oh, vous parlez. Quel bonheur. Non, ne me dites pas vos noms. Laissez-moi deviner. Je sais, toi tu es prof. Eh ben oui, c'est très juste. Et toi, tu es timide. Oh, oui. Et toi, tu es dormeur. Comment sais-tu? Et toi, tu es Atchoum. Toi, tu dois être. Joyeux, mademoiselle, c'est moi. Et lui, c'est Simplet. Il a donné sa langue au chat. Oui, c'est très touchant, nous, cet extrait de Blanche-Neige. Il faut raconter un peu l'histoire de Blanche-Neige. alors le film est de 1938, c'est ça? 1938. Ouais. Et puis, c'était un film très important pour Disney à l'époque. Il y avait beaucoup de budget. Et ils avaient fait une version française à cette époque. Mais alors, ils n'étaient pas totalement satisfaits de ces versions françaises parce qu'ils avaient trouvé des comédiens à Hollywood qui parlaient français. Alors, il y avait des Québécois, il y avait des gens qui venaient un petit peu, qui parlaient pas forcément un français universel, je dirais. Et donc, cette version-là, elle a perduré pendant pas mal d'années, qui a fait le succès du film. Et puis, en 1962, il y a cette version française qui est, pour nous, la plus émouvante et la plus belle, avec Lucie Dolène,
Lucie Dolène, et c'est cette nain qu'on voit dans le film. Et Lucie Dolène, c'était une chanteuse, c'était une magnifique comédienne qui nous a quittés en 2020. Voilà, et Lucie Dolène, elle a osé quand même, elle a osé faire un procès à Disney qui a duré pendant des années. Elle a fait un procès parce qu'en fait, la chanson de Disney, Un jour, mon prince viendra, voilà, qui a été un tube qui a été repris par Miles Davis. Voilà, donc elle a fait un procès et elle a gagné au bout de 13 ans, c'est-à-dire qu'elle a quand même, Disney a payé pour les chansons qui passaient dans le monde entier, cette chanson-là, et elle n'avait pas de droit. Et puis, troisième, ça c'était pour la sortie VHS en 1962, et troisième version française qui a été faite en 2001 pour la sortie DVD. Voilà, donc une sortie avec de qualité technique. C'était Valérie Siclet qui prêtait sa voix à Blanche-Neige, que vous connaissez peut-être dans ses doublages. Et puis, voilà pour l'histoire de Blanche-Neige. Et donc le doublage a été inventé au départ pour le cinéma d'animation, Voilà. pour que les films puissent s'exporter dans le monde entier. Alors parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20 à 25 à Hollywood, tous les tournages étaient muets, il n'y avait pas de son, c'était ce qu'on appelle le cinéma muet. Et puis tout se tournait en studio. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'extérieur, on ne pouvait pas transporter le matériel, les caméras étaient extrêmement lourdes, les projecteurs aussi, donc tout se tournait à Hollywood en studio. Et les films étaient muets à l'époque, et à partir des années 1929, on a réussi avec le film Le chanteur de jazz, il y a une machine qui a été inventée, on a pu synchroniser le son avec l'image. Voilà, donc il y a eu Chantons sous la pluie aussi. Et puis, en 1929, Alfred Hitchcock est à Hollywood, il a 30 ans, c'est son 3e long métrage. Et Chantage, c'est son 3e long métrage. En 1929, il a la possibilité il a tourné en muet, et il a la possibilité de faire la version sonore, la version parlante. Alors il dit, dans ce cas-là, je vais employer mes comédiens du muet et je vais les faire parler. Ce qui paraît assez logique. Mais en fait, il n'était pas du tout content parce que son rôle principal féminin, qui était Annie Horna, avait un accent slave, mais vraiment un accent, et il n'aimait pas du tout sa voix. Alors, il était catastrophé. Et en fait, ce qui s'est passé, il a pris une actrice britannique qui était en cabine, qui disait les dialogues du film, et Annie Horna, qui était sur le plateau, elle mimait les dialogues qui étaient construits en cabine. Et donc, le doublage, il a été inventé à ce moment-là. 1929, Chantage, Alfred Hitchcock. Et on voit bien dans un film comme Chantons sous la pluie, aussi le drame que ça a pu être pour certains comédiens du muet, quand ils devaient parler, d'avoir des voix désagréables et d'être du coup doublés. D'accord. Doublés, puis surtout, les comédiens, ils ne savaient pas forcément chanter. Donc, il fallait trouver des chanteurs qui raccordent sur leur voix parlée. Donc c'était un travail de casting qui était assez compliqué. Voilà pour la phase historique. Oui. Nous allons maintenant revenir sur votre carrière à vous deux, donc avec un petit montage des voix les plus célèbres que vous avez pu doubler au cinéma. On commence peut-être par Véronique. Par Véronique. Par Véronique. Oui, allez. Honneur aux dames. Bon. 629 000 résultats? Waouh! Et moi qui croyais qu'aller sur Google voulait dire faire la chose. C'est notre maison? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tout le monde peut te voir! Rentre tout de suite! Jamais! Mais une serviette au moins! Et pourquoi que je mettrais pas une robe? Laissez tomber, c'est moi qui fais toujours tout pour vous dans cette maison. C'est moi qui vous essuyais la morve du pif, qui vous torchais les fesses et j'en passe. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Vous voulez vivre avec votre père? Vivez avec votre père, à vos risques et périls, parce qu'il fait jamais les courses. J'ai fait des manifs dans les rues à poil devant les flics avec écrit mort aux vaches sur la poitrine, pas au sang de bœuf, avant que vous soyez ne serait-ce qu'une étincelle dans l'œil du chien qui a monté votre mère. Je veux aussi ce poste. Je l'attends depuis 5 ans. Je travaille pour l'obtenir depuis 5 ans. Et voilà que tout à coup, il est à ma portée. Tu vois, il se trouve que j'ai des idées.
Des idées nouvelles, une approche qu'on n'a jamais vue auparavant. Alors je veux que chacun de vous retrousse ses manches et donne tout ce qu'il a sur le champ. Je dis bien sur le champ. Merci. Il me faut le plan de progression par équipe. Je veux tout ce qu'on a concernant Ross sur l'écran 1. Allô? Oui, c'est moi. Est-ce que t'as trouvé Kim dans le magasin? Non, elle n'est pas là. Je croyais que t'avais vu leur voiture. Oui, mais elles ont dû partir avec des copains. Bien, ce type avec toi, ce York, il les connaît, ses copains? Non, mais l'un d'eux, Dan, travaille ici. Tu sais, je commence à être inquiète. J'aimerais bien que tu viennes. Pas tout de suite, j'ai pas le temps. Je peux pas t'expliquer, mais il se passe des choses très graves ce soir. Notre fille a disparu. Ça ne te paraît pas assez grave? Redonnez-moi ce journal. Il s'agissait des nouvelles d'hier. Nous pouvons donc tourner la page, n'est-ce pas? Passer à un nouveau chapitre de nos vies. Ce n'est pas uniquement pour moi que vous le faites. Ou pour mon frère. Oui? C'est à vous, madame la vice-présidente. Vous le faites pour votre pays. L'apothéose, c'est ce rock'n'roll où la dame se précipite vers l'homme avec les cuisses écartées. Maman. Non, non et non! Pas de ça dans mon école de danse. Cet établissement est respectable. J'ai toujours été droite, vertueuse, honnête et fidèle. Et j'ai toujours été... Maman, de quoi est-ce que tu parles? Un pack de balles. Un pack de balles? Ouais, tenez. Ça alors, montrez-moi ça. Oh, oh. Ouais, et elle va comme ça, jusque dans le dos. Dans le dos? Quelle chance. Quoi, c'était un 22? Un 38, Rex. Un 38? Oui, un 38. Ça, un 38? Oh non, c'est 3 minutes pour un 38. Ça, c'est un 38. La vôtre est plus grande que la mienne? Ah ouais, je crois. Non, non, ça je crois pas. Si tu savais les confidences que je suis capable de faire sur l'oreiller à Jean Gibbs, tu pourrais plus dormir. Non, tu me fais pas assez confiance. Fais bien attention. Je serais peut-être obligée de te montrer ce qu'il y a derrière le rideau. Tu veux que je devine? Parce que je crois que j'ai déjà ma petite idée. Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler plus tôt. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi. Bonjour, messieurs. Veuillez m'excuser, mais c'est ici que je travaille. C'est bon, elle peut passer. Merci, excusez-moi. Linda, tout cela est tellement affreux. Je suis sûre qu'ils vont vouloir me parler. Prenez votre journée. Bernie, je suis la dernière personne à l'avoir vu en Oui, vie. bien sûr, mais c'est... Pardon, mais où emportez-vous ça? Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Linda. Excusez-moi, monsieur? Linda. Excusez-moi, je vous parle. Qui vous a dit que vous pouviez vous servir? C'est Bernie Nussbaum qui m'a dit de me servir. Alors, avant de... Autour de Philippe, et après on vous posera quelques questions. Attention, maintenant c'est à Philippe. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai l'impression d'être marié à Richard Gere. Je peux pas parler maintenant, je me parle à moi-même. Non, non, mère, vas-y. Merci, hein, mère. J'en ai que pour 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, faire valoir, tu devrais être ici comme tu l'as promis. Oh, merci. Obligation prioritaire. En tout cas, j'ai décidé de vous donner à tous votre héritage dès maintenant. T'es sûr de vouloir faire ça, grand-père? J'ai envie de voir les têtes que vous ferez quand je vais partager avec vous le fruit de toute une vie de labeur. 50$ chacun, c'est les économies de toute ta vie? Ça couvrira même pas les intérêts de ce que je dois. Eh bien, j'ai exploité l'ancien système des galères pour faire rouler le bus scolaire de demain. Du courage. Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère? Ensemble, nous pouvons les ramener. Vous avez autorisé le paiement de la police, Walker? Un vol avec effraction, monsieur Leuf. Leur multirisque les Je couvre me à 100% contrefiche de savoir s'ils sont couverts. Ne me parlez pas de leur couverture. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Dites-moi comment c'est possible quand vous faites des chèques à tous les Léon Lapoise et Sally, c'est pas de bol, qui se lamentent au téléphone. Alors, monsieur Pingouin? Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot.
Monsieur Cobblepot, vous ne vous réconcilierez donc jamais avec eux? Exact. Bien qu'étant leur premier fils, j'ai été traité comme un fils indigne. Archilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais? Je sais rien du tout. Rien du tout, hein? T'es sûr, Franck? Arrête, ça va. Rosenberg, c'était pas n'importe quel Archilien. C'était le gardien de toute une galaxie. Il se croyait en sécurité sur Terre. Et la bestiole a débarqué. La galaxie est la meilleure source d'énergie subatomique de tout l'univers. Si les bestioles mettent leurs sales griffes dessus, les Archiliens peuvent aller se faire voir. Et demande-lui pour la bande. Rosenberg a dit que la galaxie était sur une bande, ça veut dire quoi? Il est secoué. Toi aussi, je te signale. Non, j'ai le mal de mer. Arrête-toi. Il répète un numéro de ventriloque. La galaxie est ici. J'ai fait descendre les barres de contrôle depuis l'autre console. Ça n'a pas marché. Quoi? Elles n'ont fait qu'un tiers du chemin, j'ignore pourquoi. J'ai envoyé les stagiaires dans la salle du réacteur pour les descendre manuellement. Les pompes fonctionnent? J'arrive pas à joindre Kodemchuk. Les lignes sont coupées. Oubliez le téléphone et oubliez Kodemchuk. Est-ce que les pompes fonctionnent? Tolyarchuk, Mon pupitre de commande déraille, j'ai essayé d'appeler les électriciens. Je me contrefous de votre pupitre. Il faut inonder le cœur de mon réacteur. Il y a que 3 hommes au monde qui ont la même. Et seul un de ces hommes est irlandais. Je suis un des 3. Angelo est un des 3. Et te voilà un des 3. Elle est magnifique. Et je sais pas quoi dire, c'est... Eh ben, dis rien. Mets-la donc pour voir. Elle te plaît? Oui. Tu sais que je t'ai rendu plus fort? Tu sais à quel point? T'es mon protégé. Plus personne te fera chier. Tous les jours, toutes les nuits, toutes les minutes, dans la vie de cette ville, un petit connard d'étudiant attardé d'une pauvre fac de merde de je ne sais où, ou quelques congressistes en costume de tergal de démoine, descend chancelant dans le quartier français en quête de Rome et d'un peu de tendresse. 3 heures plus tard, il s'est roulé dans son propre vomi sur Bourbon Street et se vrille les mirettes sur le spectacle minable d'une danseuse topless qui se dévoile pour quelques dollars. C'est grave, je sais, je discute pas, mais je savais pas que chez vous, on se met en rogne pour une pauvre petite banane. Et il faut me comprendre, je pensais pas que c'était du vol chez vous, parce que moi j'ai fait ça pour rire, mais la banane s'est prise dans ma manche, j'ai pas réussi mon coup, et j'ai fait ça comme ça, mais la banane est restée là, et le marchand l'a vu, il a fait « Ah !» Il a fait « Non !» Il a appelé 3, 4 gardiens, des protecteurs des fruits et légumes, et évidemment, ça m'est tombé dessus de partout. Forcément, je me suis deviné, j'ai eu une de ces peurs, j'ai pris mes jambes à mon cou, et la bande derrière, derrière, j'ai plongé, j'ai remonté tout Palerme. Pour moi, ils étaient une dizaine, une vingtaine, une quarantaine, une paire, une panique, je suis vivant par miracle. C'est ce qu'on appelle un débit mitraillette, puisque en italien, il y a 25% de plus de mots qu'en... C'est ça. Quand on double de l'anglais en français, en français, il y a 25% de mots en plus, mais quand vous doublez à partir de l'italien, il y a encore en italien, il y a 25% de mots en plus. C'est pour ça que c'est très sportif. C'est très sportif de doubler Roberto Benigni dans ce film. Le travail physique. Très physique. Être doubleur, c'est être au service d'un comédien qu'on double. Est-ce que c'est un exercice d'humilité? Avant tout, oui. Déjà, c'est un métier c'est une des spécificités du métier de comédien. Doubleur, je dirais que c'est plutôt les sociétés de doublage qu'on appelle doubleurs. Sinon, nous, on est comédiens et on fait du doublage. On n'a pas ce titre-là de doubleur. Je sais que c'est beaucoup usité dans le quotidien, mais voilà. Oui, humilité, et puis quand on essaie de faire du doublage, en fait, moi j'ai commencé sur les bancs de l'école, en fait. C'est-à-dire, je me suis installée au fond d'une salle, dans un auditorium, et j'écoutais ce qui se passait. Je voyais tous ces gens doubler. Donc c'est une question aussi de patience. Il faut toujours observer, patienter, observer et attendre son tour. Voilà, arrive le jour où on nous dit peut-être que tu vas te lancer. Allez, il faut oser se lancer dans le doublage, et on commence toujours, enfin en général,
par petit, c'est-à-dire on dit bah, tu vas faire des ambiances. Alors des ambiances, c'est des bruits de foule, un petit mot par-ci, par-là, mais guère un rôle. Ensuite, on va vous confier 2 ou 3 lignes. Donc ça commence déjà à responsabiliser, nous en tant que à nous responsabiliser. Et ça demande certaines contraintes, en fait, le doublage, puisque quand on double quelqu'un à l'écran, ce ne sont pas nos respirations. Donc, on a la contrainte de suivre notre personnage sur l'écran. Donc, il faut être très, très précis à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle d'humilité, puisque si on tournait ou on jouait ce personnage, on aurait notre propre respiration, on ne définirait pas forcément le même rythme à la phrase. Enfin, voilà. Donc, voilà, les contraintes sont là. Et si on nous choisit, je dirais, pour faire un rôle... Maintenant, c'est aussi une question de personnalité, de caractère. Moi, je vous avoue que j'ai souvent des rôles assez autoritaires. Enfin, j'ai rarement fait les jeunes premières, j'avoue. Voilà, donc c'est vrai que ça fait partie aussi du choix de directeur artistique. Et si on nous choisit, c'est qu'on pense les gens pensent qu'on peut suivre le rôle de A jusqu'à Z. Voilà, et j'ai la chance d'avoir une palette assez intéressante et privilégiée. Je me sens très privilégiée et honorée de doubler les comédiennes américaines que je fais. Oui. Donc comment on peut trouver effectivement une marge de liberté, donc humilité, et comment on trouve sa propre personnalité par interstice, comment Bah non. Déjà les dessins animés, c'est autre chose. Oui, non, l'animation c'est autre chose. On a davantage de liberté quand on double de l'animation, parce qu'en fait, on y reviendra tout à l'heure, le lip-sync, le mouvement des lèvres est beaucoup plus sommaire dans un film d'animation comme Les Simpsons. On n'est pas dans les 24 ou 25 images secondes. Mais en revanche, je veux dire, le doublage, il nous apporte, nous, en tant que comédiens, il nous apporte une palette de jeux qu'on n'aurait pas qu'on nous distribuerait pas forcément, comme tu disais, Véronique, par rapport à notre physique. La voix, pour le comédien, la voix, je dirais, d'accord, elle vient du corps, mais c'est son outil principal. Nous, on est très sensible aux voix en France, parce qu'on aime bien des voix qui ont du caractère, des belles voix. Nous, dans le cinéma américain, on est toujours un petit peu déçus des voix des comédiens. Les voix des comédiens, elles sont pas toujours très, très, très belles, très, voilà. Donc, bon, je dirais. C'est quoi une belle voix? Oui, alors une belle voix, c'est une voix qui est. Alors, c'est pas forcément une voix grave, hein, c'est pas ça, simplement une voix grave, mais c'est des voix qui nous parlent et qui ont du vécu, qui ont du grain. Ça peut être des voix avec du grain. Voilà. Et nous, alors le doublage, il nous permet de passer dans différents personnages. Vous voyez, on peut passer de la palette d'Homer Simpson en passant par Roberto Benigni, par Stanley Joe Pesci, voilà. Et donc nous on est un petit peu des caméléons de la voix. On s'adapte au personnage et on essaye de caler la voix qui va correspondre le mieux au personnage. La voix du pingouin, c'est pareil, il a fallu la trouver par rapport au physique de Danny DeVito. Danny DeVito, en plus, dans le film, c'est extrêmement compliqué parce qu'il a une démarche qui est lourde, lente, donc la respiration, elle va être calée autrement dans l'interprétation. Voilà, donc le doublage, il nous enrichit, il enrichit notre palette de comédiens. Vraiment autant que le théâtre, en fait, hein, parce que quand vous faites des personnages comme le pingouin, c'est des personnages de composition. Et il faut, pour moi, c'est du Grand Guignol, c'est vraiment, c'est du théâtre. Voilà. Non, je rajouterais une chose par rapport au. Tu parlais de qu'est-ce qu'une belle voix. En fait, c'est pas tant une belle voix. Ce qu'on entend une belle voix, c'est qu'une voix doit être en harmonie avec, je pense, avec le physique et le personnage, voilà, qu'on incarne. S'il y a belle harmonie, tout est gagné, quoi. On va parler des Simpsons maintenant. Ah oui. Vous êtes aussi venu pour ça dans le public. L'aventure commence en 1989. Oui, par des essais de voix. Par des essais de voix. Les Simpsons, c'est 35 ans. 36. 36 ans, pardon. 36. Je vous en prie.
d'existence. C'est 700 épisodes, je crois, plus de 700. Plus de 750. Ouais. Et donc, vous étiez au début de l'aventure dès les premiers essais voix. Oui, moi j'ai eu la chance de passer mes essais avec Michel Modo, qui faisait le rôle d'Homère dans les essais, et qui n'a pas été pris, puisque c'est Philippe qui a été choisi. Et Michel Modo a été pris, en revanche, pour faire, dès le début, le rôle de Burns. Et le patron de l'usine nucléaire, voilà. Et voilà, c'est un bel ami qui est parti en cours de route. Au bout de 36 ans, il y a eu quelques disparitions, quelques décès, il y a eu des naissances. Voilà, ça fait partie de la vie. Nous, on a la chance d'être encore là. On espère pour un petit moment. En tout cas, c'est vrai qu'on fait partie depuis le début de cette aventure qui a traversé notre vie, et pour cause, puisqu'on s'est rencontrés aussi sur les Simpsons. Ah, vous pouvez raconter cette anecdote? Oui, moi j'ai fait les essais en 89, et j'ai fait des essais sur une version mexicaine. Donc je savais pas trop ce que je faisais là, je savais pas trop quoi faire. On m'a fait écouter une version mexicaine, une version espagnole, mais on m'avait dit le personnage, on m'avait montré une image du personnage, un personnage bedonnant, il avait plus de cheveux, 2-3 cheveux. On m'a dit il faut que tu vieillisses ta voix parce que c'est un grand-père, ce personnage c'est un papy, donc vieillis ta voix. Donc j'ai fait des essais en vieillissant ma voix, et puis ça avait l'air de convenir quand même. Et puis après on m'a redemandé quelques mois après de confirmer les essais le choix qu'ils avaient fait. Et là on m'avait demandé, alors là j'avais des éléments, on avait des images. Et puis on m'a dit mais non, c'est un personnage, il a une quarantaine d'années, il a des enfants de tel âge et tel âge, il travaille dans une centrale nucléaire, c'est pas un idiot, c'est un technicien, et maintenant il faudrait que tu rajeunisses ta voix par rapport à ce que tu avais fait. Alors, j'ai rajeuni ma voix, et puis après on m'a demandé, les producteurs américains, parce qu'ils s'étaient déplacés de Los Angeles pour finaliser la version française, et ils m'avaient demandé de faire des tours. Alors là, je ne savais pas du tout ce que ça... D'abord, ça correspondait à rien dans notre culture. Et en fait, le taux, c'est devenu taux en français, alors qu'en américain, c'est do. Et en fait, c'est une expérience... Alors après, j'ai su ce que ça voulait dire pour eux. Dans leur culture, c'est une expression de frustration. Et on a ça dans les Laurel et Hardy. Vous avez le personnage de Laurel ou de Hardy qui se tape la main sur le front et qui fait « Voilà. Et donc, en français, c'est devenu « taux ». Et on m'a demandé de faire des taux de tendresse, des taux d'épouvante, des taux dans toutes les gammes d'émotions, on m'a demandé de faire des taux. Et je ne savais vraiment pas ce que je faisais sur ce casting. Et puis après, on a eu un fax qui est arrivé des États-Unis quelques mois après. Et là, on a eu la surprise, la bonne surprise d'être choisi sur cette série. Mais on ne savait pas du tout que ça allait durer aussi longtemps. Surtout des personnages avec la peau jaune, qui étaient mal dessinés. Au début, si vous voyez les premières saisons, elles sont un peu bâclées, quoi. Un peu frustrant. Voilà, un peu frustrant. Voilà. Et le pinaise, il vient d'où? Alors là, le haut pinaise, c'est vraiment spécifique à la version française, parce que en anglais, c'est « Oh my God ». Alors effectivement, au début, dans les 3-4 premières saisons, quand on enregistrait, on avait les superviseurs américains qui se déplaçaient de Los Angeles pour assister à nos enregistrements en France, à Paris. Et alors, ils avaient validé la version française, donc on ne pouvait rien changer, pas une virgule au texte français qu'ils avaient validé. Et alors, donc, on avait des « Oh my God », on avait des traductions « Oh mon Dieu ».
Et alors, au début, dans les premières saisons, on a gardé oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et puis après, les superviseurs, voyant que le travail était relativement bien fait, puis ça avait commencé à avoir du succès un peu sur Canal+, ils nous ont lâchés. Et puis bon, surtout, c'est que ça coûtait cher aussi en défraiement de faire venir ces gens de Los Angeles. Donc, ils nous ont fait confiance. Et nous, on a commencé un peu à changer les choses. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, le personnage d'Homer, il n'a pas beaucoup de préoccupations métaphysiques. Je veux dire, s'il regarde vers le ciel, il regarde plus sur son ventre que vers le ciel, quoi. Donc on s'est dit, moi je me suis dit, je peux pas lui garder oh mon Dieu, c'est pas possible comme Henriette. Donc c'est devenu pinaise. Pourquoi? Parce que le My God, il y a un M, ce qu'on appelle une labiale, et pinaise, il y a un P. Donc et donc en fait c'était parfaitement synchrone avec l'image. Oh mon Dieu, pinaise. Et donc ça tombait, et donc cette expression, elle est devenue culte dans la version française. Alors c'était une expression un petit peu désuète comme ça qu'on a trouvée, et puis on l'a gardée. Voilà, il y a plein de petites choses qui appartiennent à la version française. Les Simpsons, le film, le Spider Cochon, c'est aussi une invention à vous Bah oui, le fameux Spider Cochon. Alors je me souviens quand le film est sorti en 2007, tout le monde avait ce Spider Cochon comme sonnerie de téléphone. Et c'était voilà. J'étais un peu surpris. Et en fait, Spider Cochon, en fait, les adaptateurs en français, avec l'accord de la Fox, c'était une série et un film de la Fox, et ils avaient traduit naturellement, fidèlement, Spider Pig. Et donc, j'enregistre, je fais une première version avec Spider Pig. Hein, Spiderport. Spiderport. Ah oui, Spiderport. Et alors là, on s'est regardé un peu avec notre directeur artistique qui était Christian Duras. Et je lui dis, écoute, on va essayer de changer parce que c'est pas très drôle, c'est un moment qui est drôle dans le film. Et puis nous, on est en train, avec cette chanson-là, cette traduction-là, on est en train d'assommer un petit peu les faits humoristiques. Et donc, on a réécrit sur le plateau Spider Cochon. Alors, cochon, ça faisait un pied en plus, hein, donc c'était pas forcément un synchrone. pied de porc en plus. Voilà. Et donc, et puis c'était cochon, c'était beaucoup plus enfantin. Puis ça passe côté agressif et méchant que traiter quelqu'un de porc, que traiter de quelqu'un de cochon. Bah, les enfants, même la prononciation cochon, mais c'est mignon. Hein, voilà. Oui, mignon. Cochon. Et voilà, donc on a refait toutes les rimes, Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Donc on a réécrit ça un petit peu à la va-vite dans la foulée. Et moi j'ai dû faire 2 prises. Une prise avec Spider Cochon, et puis j'entendais derrière les gens de la Fox qui pouffaient de rire. J'ai dit, bon, on va refaire une, parce que là vous avez saturé la prise. Donc on a refait une deuxième prise, et on a gardé Spider Cochon, qui est vraiment 30 secondes dans le film, et qui est devenu culte. Qui est devenu culte aussi, voilà. Vous nous avez fait un petit cadeau par rapport aux Simpsons, et notamment les génériques. Alors, ce qu'on appelle les gags du canapé. Les gags du canapé. Parce qu'il y a quelque chose d'immuable, si vous regardez un épisode des Simpsons, c'est le gag du canapé. Alors il y a toujours des éléments immuables qui sont le tableau noir, la punition, le solo de saxo, et le gag du canapé qui, lui... Il y en a 750 différents, voilà, depuis le début de la série. Et nous, on en a quelques-uns qu'on adore. On en a sélectionné 4 ? Oui, 4. Ouais, 4. 4 gags du canapé, oui. Et on les commentera. On les commentera. Alors il y en a juste un, le troisième, c'est Tchernobyl, qui résonne maintenant actuellement par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais celui-là, il vient pas de la série. Je pense que c'est quelqu'un qui était un amoureux de la série, qui a fait ce gars qui est assez sombre, hein, d'ailleurs. Oui, il y a des extraits qui sont assez. Si vous regardez donc en détail, accrochez-vous bien. Accrochez-vous. Si vous regardez en détail les images, voilà celui-là. Et donc on commence par le premier, ce qui est l'évolution. Ah, l'évolution, ouais. La théorie de Darwin revue par les Simpsons. Par les Simpsons. C'est délicieux. Oui.
apporter du lait? Maggie? Maggie? Où est Maggie? Maggie? Triplette de Belleville. Oui, ici, vous avez vu le Joker numéro 2. Je crois que c'est lui qui fait le générique de début, il me semble, en termes d'animation. Il est en train de préparer une adaptation de Pagnol, Sylvain Chomet. D'accord, voilà. Donc, il y a une vraie inventivité, c'est-à-dire que 700 épisodes, et je trouve qu'il y a une créativité. Et surtout, alors, il faut savoir que Les Simpsons, c'est produit par la Fox, pas forcément les plus progressistes. Non. Et ils ont laissé complètement carte blanche à Matt Groening pour... Oui, complètement. À un moment donné, même à l'époque de la guerre en Irak, les Simpsons avaient manifesté leur opposition à la guerre en Irak, et la Fox voulait interdire les Simpsons, mais en fait, ils se sont aperçus qu'ils se faisaient un procès à eux-mêmes, en fait, puisque en fait, c'est un produit de la Fox. Donc, ils ont laissé faire. Et puis, il y a eu au début des Simpsons, il fallait le personnage de Bart était le personnage principal de la série.
Et il fallait surtout pas, il y a eu une réaction des familles chrétiennes aux États-Unis, hein, il y a un lobby assez puissant, il fallait absolument pas que les enfants américains s'identifient à Bart et ressemblent à Bart. Donc ils ont failli interdire la série, et Matt Groening a eu l'intelligence de dire « Ok, ok ». Il a changé son virage à 180 degrés. Bart est devenu un personnage, le personnage un peu plus secondaire, et il a développé le personnage d'Homer. D'Homer qui était vraiment les parents dans les premières saisons, ils étaient anecdotiques, hein, c'était vraiment les enfants qui étaient les héros de la série. Et à partir de là, donc, Matt Groening a eu l'intelligence de développer ce personnage d'Homer Simpson, qui est devenu ce beauf sympathique qui nous fait rire, à qui on pardonne tout. Et donc c'est ce qui a fait aussi le succès de la série. Mais là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Les Simpsons, c'est un programme tout public, c'est ça qui a fait le succès de la série. C'est-à-dire, tout le monde s'y retrouve. Alors, la cible idéale, je dirais, c'est les trentenaires. Mais vous voyez, même il y a des références au cartoon américain, au Tex Avery. Hein, quand Homer étrangle son fils Bart, on voit la langue de Bart. Comme dans les Tex Avery, le loup qui se fait la langue du loup, etc. Le loup lubrique. Le loup lubrique, voilà. Donc tout le monde, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc les petits, le jeune public s'y retrouve par rapport au cartoon. Et puis après, il y a différents niveaux de lecture. C'est vrai que là, dans le deuxième générique, c'est Banksy. Et les Simpsons, c'est suffisamment critique d'eux-mêmes. Ils critiquent en fait la fabrication du merchandising. Parce qu'en fait, l'animation, elle est faite en Corée. Et là, ils dénoncent en fait le travail des enfants par rapport au merchandising des Simpsons. Voilà. Et donc les Simpsons, il y a un regard critique qui est vraiment très, très puissant. Hein, voilà. Et c'est ce qui a fait le succès de la série, ce qui fait que c'est tout public et il y a différents niveaux de lecture, tout le monde s'y retrouve, quoi. Voilà. Et on en est à la 3e génération parce que les gens qui ont découvert les Simpsons au début, maintenant ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants et ils sont toujours devant les Simpsons. Donc on est très heureux. Non, c'est vrai qu'il y a des niveaux de lecture au niveau aussi sportif, musical, politique, et puis cinématographique. Enfin, il y a des références incroyables dans les Simpsons. Rien n'est jamais gratuit. Tout a une référence et voilà, c'est ça que je trouve génial dans cette série. Et puis, ça suit toujours l'actualité. Bien sûr. Donc, ça ne vieillit pas. Et ça n'est pas près de... Voilà, on est passé par toutes les phases entre Internet, enfin, tous les derniers épisodes aussi nous montrent qu'on vit le moment présent, quoi. J'avais une question par rapport à la voix américaine des Simpsons, qui est Julie Kavner, qui a une voix très éraillée. Est-ce que c'est pas fatigant? Enfin, est-ce qu'à un moment, tu n'abîmes pas ta voix en parlant comme ça, quoi, pendant... est-ce que c'est... Bon, j'avoue, quand j'ai passé les essais, on m'a demandé, voilà, j'ai trouvé ça déjà un truc improbable, d'écouter cette voix éraillée, très rauque qu'avait Julie Kavner. On m'a proposé de faire un essai, donc on n'a pas le temps de réfléchir, hein, on y va. Donc j'ai proposé cette voix de gorge, une voix de gorge. Et il est vrai que je faisais mes gammes avant de partir travailler, quand je faisais les Simpsons au début, plus maintenant. Mais je suis tombée à faune une, deux fois parce que je savais que j'étais pas loin de trouver la voix de Marge, mais c'était pas tout à fait ça. Donc je forçais sur mes cordes vocales, ce qu'il ne faut jamais faire. Et voilà, je suis tombée à faune en pleine séance. D'où il faut report de la séance d'enregistrement. J'ai essayé, ça n'a pas marché, voilà quoi. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que quand on enregistre, il y a un auditorium, il y a un ingé son, il y a le directeur artistique, il y a tous les comédiens qui sont présents. Et c'est vrai que reporter une séance, c'est toujours un peu, voilà. Mais c'est arrivé une ou deux fois. Alors, c'est fatigant, j'avoue qu'on ne fait jamais plus de 2 jours d'enregistrement à suivre des Simpsons. Ouais. Ça nous fatigue trop, et puis c'est très physique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est combien d'heures par jour? Tu dis 2 jours d'enregistrement et combien d'heures par jour? Alors on est présent, je ne dis pas que je parle tout le temps, mais on est présent comme des horaires de bureau, hein, 9h30, 13h30, 14h30, 18h, quoi, voilà. Mais non, c'est très physique et fatigant, bien évidemment.
J'avais besoin de l'image de Marge au début, toujours pour trouver la voix. Maintenant, évidemment que non. Au bout de 36 ans, je vais dire, je peux la faire quand vous voulez. Là, par exemple, un Mais oui, mais ça me fait plaisir. Hein. Mais à midi, minuit, 1h du mat, enfin voilà, j'ai pas, voilà, j'ai plus à travailler ma voix, quoi. On va passer évidemment à un autre chapitre. On pourra revenir éventuellement sur les Simpsons tout à l'heure. On va essayer de distinguer les 3 types de travail sur le doublage. Donc on a parlé beaucoup de doublage. Oui. Il y a aussi un travail de post-synchro qui se fait à la fin des films, et un travail de création de voix. Et c'est ce travail-là de création de voix que j'aimerais voilà, voir avec vous, avec un extrait, un peu une sorte de making-of. Oui, du film de Michel Hérold, Cendrillon, hein, c'est 2012, je crois, qui est sorti. Et donc là, on a travaillé un peu à l'envers, c'est-à-dire vous allez le voir dans les fichiers qu'on va vous proposer, dans le making-of. Là, en fait, les dialogues sont déjà écrits. Et nous, on est en amont, c'est-à-dire on est en création de voix. C'est-à-dire on va créer les voix des personnages qui vont être dessinés à partir de notre travail, après. C'est-à-dire qu'on est vraiment la toute première étape du travail du film d'animation. On enregistre les voix, on crée les voix, on cherche les voix des personnages. Et après, il va y avoir pendant 6-7 mois, peut-être 1 an, tous les animateurs, toute la technique qui va se mettre en place pour dessiner les personnages. Et tout est filmé. Et tout est filmé, là, c'était le making-of. Et puis on va voir après, dans un deuxième temps, le résultat final. Le résultat final. Ah oui, voilà. Donc là, c'est vraiment un travail en studio qui est très physique aussi. Hein, on a travaillé comme au théâtre. Allez. C'était Cendrillon Far West. Et c'est quoi sur ton bras? Un tatou tribal? Ouais. Enfin presque. C'est des bêtes qui m'ont mordu. Mais ça fait délire, non? En raison de quoi? Par ce document, je désigne officiellement Refe Ignacio Lopez Santa Maria Barbazul, c'est moi, comme l'héritier unique de mes terres, propriété, dépendance, fortune et produits dérivés, etc., etc. Oh, t'as vu Mélodie? Il y a Cendrillon qui se déguise en fille. Trop la honte. Aïe, me touche pas, petite malpropre. Ma, c'est une honte, un déshonneur qu'il y a à faire des malotrous, des sauvages. Oh, Madame Duchesse. À qui ai-je l'honneur? Capitaine Barbazul, Refe pour les intimes. Vous me faites penser à un lointain cousin, amiral de la flotte impériale. Ah, ma duchesse, on se connaît à peine et déjà une complimente. Un ivrogne, la honte de la famille. Bueno, je vais raccourcir la liste des héritiers. Oh, tu peux te démener. Je vais faire de toi. Et hop là, je vais faire de toi une Julienne de prince. Une chiffonnade de pif-pof. Je vais te ramasser. T'es épluché. Et t'es escalopé. Ça. C'est une teigne. Une teigne. Et la petite fourmette. Une teigne. Le rire à l'envers de Dany. Dis Harmonie, tu me prêtes ta gaine qui fait qu'on dirait que je suis toute maigre? Oh, elle, la piqueuse, hein?
chez McFinnegan en échange. Ah ouais, no Susai, trop cool. Dis Harmonie, tu me prêtes ta gaine qui fait qu'on dirait que je suis toute maigre? Oh, elle, la piqueuse, hein. Oh, t'as vu Mélodie? Il y a Cendrillon qui se déguise en fille. Trop la honte. Bon, laissez-moi passer. Aïe, me touche pas, petite malpropre. Qu'est-ce qui se passe ici? Mam, Cendrillon, elle a voulu lui crever un œil. Punis-la, mam. Punis-la. Allez vous préparer, mes trésors. Ma! Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter une bande de bons à rien pareil? Que vous êtes même pas capable d'attaquer une traîne? Que je suis réduite à manger du cactus et des œufs de vautour? Madre mia! Mais pardonnez-moi, c'est de ma faute. Je suis responsable. Si, compagnero, si. Je dois mal m'y prendre au niveau du managing. Je le savais. Même si vous ne manquez pas d'une certaine vivacité. Encore une fois, vous avez été décisive. Mais à propos de cette dent, un petit sourire? Toujours pas? En fait, vous êtes assez lourd. Attends voir ce que je te réserve. Allez, filles. Le top du top. En Prums, on a décidé de te crever les deux œils. En deux, on va te couper une jambe. Ça sera trop délire de devoir boiter. En trois, on sait pas encore, mais on a des pistes. Félicité. Il doit s'agir d'un malentendu. Tais-toi! T'es capitaine, non? Tu peux célébrer un mariage. On a passé beaucoup de temps et c'était des journées assez fatigantes d'enregistrement parce qu'on force un peu sur les voix. Et alors, vous avez vu, il y a un ingénieur du son qui nous suit dans nos mouvements. Oui. Les mouvements, ils sont autorisés justement pour trouver les voix à ce moment-là. Et on est filmé. Et puis, je me souviens, moi, d'un moment assez... assez éprouvant. C'est-à-dire, il fallait trouver le son quand le personnage a la tête dans le fût du canon. Et donc l'ingénieur du son, il avait amené des bidons de chantier, plein d'accessoires pour essayer de trouver le bon son qui est à l'arrivée. Mais on a cherché pendant pas mal de temps pour trouver le son quand le personnage a la tête dans le fût du canon. Voilà, mais on a passé du temps pour ce résultat. On avance avec un documentaire. Alors c'est très rare d'avoir des voix off, enfin du doublage dans un documentaire. Or là, peut-être nous présenter effectivement ce documentaire sur Pétain, où tu as fait la voix de Pétain et comment cette voix a été modifiée par couches successives. Oui. Alors là, c'est le documentaire Juger Pétain de Philippe Saada que je vous recommande. Vous pouvez le voir sur YouTube, sur Internet. Il a été diffusé sur France 5 ou Dailymotion, je pense. J'en sais rien. Juger Pétain, c'est les 6 heures. Là, il y a les 6 heures du procès Pétain qui a eu lieu en 45 au palais de justice. Il faisait très très chaud, c'était en juillet. Et donc, en fait, on a les images d'archives du procès, les images en noir et blanc, et on a toutes les minutes du procès, toutes les minutes, c'est-à-dire tout a été retranscrit par écrit, mais là, la gageure pour le Philippe Saada, c'était de sonoriser en fait ce documentaire, de trouver les voix des différents personnages protagonistes qui ont participé au procès de Pétain. Donc les voix ont été recréées. Enfin, créées même à partir des voix d'archives, des voix d'archives qu'on connaissait. Donc il y a Léon Blum qui témoigne, il y a eu Izorni qui était l'avocat de Pétain. Donc toutes ces voix ont été recréées. Alors c'était assez compliqué et il cherchait la voix de Pétain. Alors comme quoi l'anecdote elle est assez drôle, c'est que
j'ai été casté, choisi pour faire la voix de Pétain à partir de la voix du grand-père Simpson. Comme quoi les Simpsons mènent à tout. À partir des tremblements de la voix de Abraham Simpson, ils se sont dit on va faire un essai, on va recréer la voix de Pétain. Et donc j'ai enregistré pendant pas mal des heures d'enregistrement. J'ai écouté des discours de Pétain qui existent, il y a plein d'archives sonores. J'ai écouté, je me suis inspiré de la diction de Pétain. Par moments, il roule un peu les airs, il laisse les choses en l'air. Donc c'est une façon de parler très, très caractéristique. Et j'ai enregistré après l'IRCAM. L'IRCAM, qui est un organisme de recherche musicale qui est à côté de Beaubourg, qui a été fondé par Pierre Boulez. L'IRCAM a créé un logiciel. Donc ils ont mis du temps, hein, ils ont mis quelques mois pour créer un logiciel de façon à recréer la voix de Pétain à partir de ma voix à moi. Donc je dirais que c'était en 2015 et c'était déjà le début de l'intelligence artificielle puisqu'on s'est servi de ma voix avec mon consentement pour recréer la voix de Pétain. Donc là, on va dans le fichier qui est assez court, il y a les 3 phases du travail. Il y a d'abord ma voix essayant de coller à l'intonation de Pétain. Après, on a, deuxième phase, on a remis des ambiances, on a sali un peu le son. On a remis des ambiances d'époque, hein, les années 40. Et puis après, on a effectivement le résultat final. Vous allez voir, moi j'ai été bluffé. Je dis, à la fois c'est ma voix, mais c'est plus ma voix, c'est la voix de Pétain. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais, je vous le dis, à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui emporterait le poids. Par un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité, qui suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. C'est à la fois impressionnant techniquement et un peu flippant. Un peu flippant, oui. Non, c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'on peut voler. Nous, on a participé à un documentaire que je vous recommande aussi. On a volé ma VF, qui est de Lucas Stoll. Il est sur YouTube et Dailymotion. On a participé à ça pour justement dénoncer aussi. Bon, il y a une histoire du doublage, bien sûr, et on dénonce aussi les effets de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on peut vous voler votre voix pour vous faire dire n'importe quoi, ou voilà. Donc il y a un grand danger, quoi. Hein. Et là, moi aussi, on m'a signalé aussi, il y a quelqu'un là sur YouTube, je vais pas lui faire de la pub, mais qui s'est servi de ma voix d'Homer Simpson pour recréer il parle avec la marionnette d'Homer Simpson, mais j'ai pas du tout participé à ça, donc c'est assez vulgaire d'ailleurs, je cautionne pas du tout, et donc il a volé ma voix pour faire ça, et il fait des vues sur YouTube, mais je dirais pas son nom. On va rentrer un petit peu dans les mains dans le cambouis, de savoir comment se passe une séance de doublage. En voyant, alors, ça va être en 2 étapes. Donc un épisode des Simpsons qui s'appelle Nada, c'est ça? C'était Le Diable s'habille en Nada, c'est la saison 21. La saison 21. 21 des Simpsons, Le Diable s'habille en Nada. Ça vous permet de voir effectivement ce qu'on appelle la bande synchro. La bande rythmo. La bande rythmo, pardon. Bande rythmo, qui est une invention française. Oui. Il faut le dire, ça nous aide bien dans notre travail. La bande rythmo a été inventée en 49 par les studios MGM, voilà, à Boulogne. Et donc ça, c'est parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette bande rythmo, les comédiens, ils avaient un top sonore pour débuter et puis un top de fin
Et on enregistrait phrase par phrase. Et après, il y avait un gros boulot de montage. On coupait pour faire caler le son, synchroniser le son avec l'image. Et cette bande rythmo, qui a été inventée donc en 1949, une invention française, a été adoptée dans différents pays qui font du doublage, a été adoptée en Allemagne, en Espagne, en Italie aussi, je crois. Donc voilà. Donc, et nous, ça nous permet d'aller assez vite pour doubler et puis surtout d'avoir une grande qualité du doublage. On sait faire en France et voilà à quoi ça ressemblait. Tu peux, non, bah, vas-y, explique. Je vais essayer de montrer que ça m'a fait rire parce que je suis tombée sur un bon épisode. Alors là, il y a tout un épisode des Simpsons sur ce transparent. Et ce transparent, ce transparent, il défile sous l'image. Voilà. Ça. Alors il y a une grande... là, je ne sais pas si vous apercevez, il y a une grande... Il y a une barre verticale, mais on va le voir là tout à l'heure. Voilà. Et donc ça, c'est la barre de synchro. Et le défilement, il a lieu de droite à gauche. Voilà, comme quand on lit. Alors là, l'épisode commence bien. C'est bière. Inès, j'adore voir cette femme aller chercher de la bière. Alors tout ça, tout ça a été pendant des années écrit par des calligraphes. Des calligraphes en général, c'était un métier assez féminin d'ailleurs. Oui. C'est des petits métiers qui ont disparu à cause de la technique. Maintenant, voilà, il y a des logiciels et donc tout le texte qui a été adapté, qui était traduit, était reporté sur cette bande rythmo. Donc ça prenait du temps. Et puis souvent, on arrivait comme les délais étaient assez courts. Donc souvent, les calligraphes, elles écrivaient pendant la nuit parce qu'on enregistrait le lendemain. Et alors, elles écrivaient à la va-vite avec leur écriture. Et on était, des fois, par moments, c'était illisible. On n'arrivait pas à déchiffrer parce qu'elles avaient terminé l'épisode pour pouvoir enregistrer le lendemain matin. Elles avaient livré dans la nuit. Il y avait des pâtés, quoi. Ouais, et puis quand c'était écrit serré, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est mieux. Alors, dans l'épisode qu'on va voir, la saison 21, c'était encore ce système de la rythmo. Alors, regardez à la fois les images et regardez comment ça se passe en dessous. Oui, on va juste montrer là. Alors. Bon, ça, je vais laisser tomber. Check. Je verrai tout à l'heure. On écoute d'abord la version. On écoute la version. Ah, ben, il faut qu'on aille là-bas, nous. Non, la version sans... Hop. Honey, I know it's been a rough couple of weeks, but I booked us a night this Saturday at a very romantic hotel. Garden View? Ocean View. Obstructed. Oui, je préfère qu'on enchaîne la version originale et après la version française, si tu veux bien. Je voudrais que vous repériez juste des petits trucs de synchro, de doublage. Cette bande-là, c'est la barre de synchro dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, quand le O va passer sur cette barre, évidemment, nous, on devra dire O. Voilà, c'est une des bandes des principales, des barres les plus principales. Voilà. Pardon, alors, je bouge plus. Je bouge plus. Voilà. Après, un peu plus loin, vous verrez, il y a des barres verticales un peu plus grises et moins dessinées, je dirais. Ce sera des changements de plan. Et vous verrez également des textes qui sont soulignés. Les textes soulignés, ça veut dire que notre personnage est off, enfin que les personnages sont off, qu'on ne voit pas à l'écran. Donc si le personnage parle, on peut se permettre de prendre sa propre respiration. Et puis des textes qui sont en pointillé, ça veut dire que le personnage est souvent 3/4 écran ou qu'on ne voit pas effectivement sa bouche. Il y a dans la séquence qu'on va vous proposer d'ailleurs une séquence qui va faire 1 minute et demie, je pense. Elle est découpée en ce qu'on appelait des boucles. Nous, on travaille boucle après boucle. C'est des séquences de 30 à 45 secondes, ce qui nous permet d'écouter une boucle, après de bien mémoriser tout ce qui se passe dans la boucle, après retranscrire et retransposer tout ce qu'on a mis dans notre petite tête. Une fois que le rouge est mis, ça veut dire que plus personne ne parle, plus personne ne fait rien, plus personne ne respire. Il faut le silence total pour qu'on enregistre la version française.
Un petit détail aussi dans les 3 petites boucles, donc cette séquence qu'on va vous passer, il y a, ah oui, quand il y a des petits bisous, c'est des petits cercles avec des croix. Je vais évidemment pas sauter sur Philippe, l'embrasser, quoique, mais non, je prends ma petite main, je vais... Voilà, enfin, voilà ce qui... Voilà. Et puis, vous dire que nous enregistrons toujours debout, normalement devant une barre, micro, devant nous. On respecte cette distance avec le micro pour, évidemment, que la prise de son soit impeccable. Donc on a aussi nos contraintes quand on fait du doublage. Voilà, donc vous allez écouter la version américaine et ensuite on enchaînera avec la version française qu'on vous fera volontiers devant vous. Voilà, ça va être super. Honey, I know it's been a rough couple of weeks, but I booked us a night this Saturday at a very romantic hotel. Garden View? Ocean View. Obstructed. Oh! All right, I put in a 100-hour work week, but I took a power nap while I was driving us here, and now I'm raring to go. Well, I brought a few items to make our night extra special. Massage oil, some lingerie from the horny hubby, and snuggle dice. This one has an action, and this one has a body part, see? Nuzzle, neck, with pleasure. Let me try. Lick eyes. I'll try again. Spank hair. What the? Whisper into ass. Oh, this game sucks. Why don't you just roll me? We're gonna be a star in the morning. Damn it. Why won't you touch me? Okay, kiss me, baby. Kiss me like a frog in a fairy tale. Oh, baby, oh, baby. Great news, Homer. I've been invited to the annual Nuclear Power Expo in Paris, France. That's right. We're going to Fission Week. I need you to book me a room at the Ritz with a view of Jim Morrison's grave and book me dinner at that place. You know the one Lenny's mom read about 2 years ago. I'll make it up to you, Marge, I swear. Last night was the making it up to me. The most intimate moment we shared this week was my ironing your shirts. Actually, those were Carl's shirts. Oh, I can't believe you're gonna spend another weekend with him. Hey, it's not like I want to go. Go, go, go! No! Deadly. Biche, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin? Vue sur l'océan obstrué. Oh! Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au volant, et maintenant il me tarde d'en profiter. Eh ben moi j'ai apporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de tout pour le surlapin, et les dés du câlin. Celui-ci désigne l'action, et celui-là une partie du corps. Tu vois? Se blottir cou. Oh, avec plaisir. Je vais essayer. Lécher yeux. Attends, je réessaie. Fessé, cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais... Souffler dents. Cul. Oh, mais c'est nul ce jeu. Non, mais tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures demain. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? Oh. D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Tu les sens, les gros crapauds là? Hein, qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle, Homer. Nous sommes invités à la grande soirée d'Open Work by Le Monde Après. Mais oui, nous allons à Paris, cette ville de rêve. Tu sais, c'est cette société de portage salarial qui prône de croire en ses rêves. En attendant le monde après, nous, on va profiter de cette belle soirée, maintenant.
Après, je m'occuperai de toi, Marge, je te le jure. C'était hier qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. Et c'est pas par plaisir que je veux y aller. Allez, allez, allez! Non! Oh, Vivre 1000 vies. C'est-à-dire, voilà. Chaque jour est différent, chaque jour on rentre dans le personnage, voilà, ça peut être une maman, le lendemain une grand-mère, après ça peut être un poireau, voilà, enfin je veux dire, la diversité et la variété de nos personnages, c'est une vie entière de bonheur. Oui, justement. Moi, j'ai fait une pub. On m'avait demandé de faire une voix de poireau britannique. C'était une pub pour la moutarde. Et il a fallu trouver la voix du poireau. Donc, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup dans ce métier parce qu'on fait plein de choses différentes. Et puis, c'est vrai que notre outil qui est la voix nous permet beaucoup de choses, en fait. Alors, on se dispute très peu, en fait. Je crois qu'on a la chance d'aller dans le même sens. Voilà, on a des intérêts communs. Enfin, je sais pas, on aime les mêmes choses, donc on se dispute très peu. Mais c'est surtout Philippe qui pourrait vous répondre à cette question parce qu'il lui arrive, voilà, de prendre la voix non pas de Homer, mais du grand-père dans des circonstances un peu spéciales. Oui, et il m'arrive 2-3 fois par an d'avoir des moments de panique. Je fais des cauchemars et je parle avec la voix d'Abraham Simpson. Et je hurle en pleine nuit. Et alors, la première fois, ça lui a fait drôle à Véronique parce qu'elle a cru que je lui faisais une blague. Vu l'heure avancée de la nuit, c'était au petit matin, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, j'étais en panique et j'étais avec la voix du grand-père Simpson et je hurlais. Et c'était horrible. Et donc ça m'arrive 2-3 fois par an, elle le sait. Alors j'ai essayé d'expliquer ça. J'ai fait appel à la psychologie. Comme le grand-père a la psychologie, comme dit Homer Simpson, le grand-père il a une tête d'ananas. Et je me dis c'est le syndrome de l'ananas. Et qui fait que je parle la nuit avec cette voix-là. Je crois que c'est l'angoisse de la mort, peut-être, le grand-père, la vieillesse du grand-père. Voilà, donc ça, c'est juste les petites choses intimes qu'on vous confie comme ça, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, ça va être plusieurs épisodes. Moi, j'adore les épisodes qui rapproche la famille, tout ce qui est autour de la cellule familiale, j'adore. Et notamment les petites scènes entre Homer et Marge dans la chambre, par exemple, quand on voit, enfin, à l'écran est noir et on voit que les yeux qui s'ouvrent et on sent qu'il se passe plein de trucs quand même dans leur tête. Et j'adore ces moments-là. Et voilà, c'est des moments très... Voilà. Moi, je n'aime pas les Halloween, par exemple. Je sais qu'il y en a qui adorent, voilà, c'est leur préféré. J'avoue que moi, non. J'aime tout ce qui est, voilà, cocon familial. Et toi ? Oui, non, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les Simpsons, surtout effectivement les rapports autour de la cellule familiale, les rapports entre Homer et Marge, les rapports avec le grand-père, les rapports avec les enfants. Et il y a un épisode que j'aime beaucoup, qu'on retrouvera plus, c'est un épisode avec Michael Jackson, je crois que c'est la saison 3. Et, ou la saison 1, peut-être c'est ça. Et cet épisode, en fait, Michael Jackson avait voulu participer aux Simpsons. Et là, dans cet épisode, il prête sa voix à un simple d'esprit et qui apprend à Homer la moonwalk dans l'hôpital psychiatrique. Et cet épisode, il est très touchant et on entend la voix de Michael Jackson.
Mais c'est pas lui qui chante. À la fin, il souhaite l'anniversaire à Lisa, Happy Birthday Lisa. Il chante, mais c'est pas lui qui chante. Hein. Enfin, là, il est imité parce qu'il a fait ça à l'insu de son éditeur qui voulait pas qu'il participe aux Simpsons. Et cet épisode, il est sur la plateforme Disney, mais il n'est pas sur la plateforme Disney parce que Disney a naturellement censuré cet épisode par rapport à Michael Jackson. Et en revanche, cet épisode, vous le trouverez sur les DVD. En fait, voilà. Et donc, il a été supprimé de la plateforme Disney. Voilà. Et, politiquement, voilà. Comme ça, on reste dans le correct. Bon, moi, on avait refait le doublage de La Tour Infernale là, avec Faye Dunaway. C'est la seule fois que je l'ai doublé. Voilà. Mais... non, après le décès de quelqu'un, écoutez, je prends l'exemple de Bruce Willis qui a été pratiquement toute sa vie doublé par Patrick Poivet. Patrick Poivet nous a quittés il y a quelque temps et Bruce Willis a sorti un film après et après il est tombé malade. Il a eu un problème de voix et ne tourne plus du tout. Donc, par exemple, lui, il a été remplacé par Ersan Makarel, là, hein, son prénom, Hervé, Eric Ersan Makarel, merveilleusement bien, mais je trouve c'est un signe quelque part, voilà. Patrick Poivet a tellement été le clone de Bruce Willis pour moi que voilà, c'est un signe dans le temps maintenant. On a perdu beaucoup de grands mythes, je dirais, des grands personnages comme celui qui doublait Sylvester Stallone, c'est donc Alain Dorval. On a perdu celui qui doublait Robert De Niro, qui est Jacques Frantz, et qui doublait également Mel Gibson. On a également perdu notre Schwarzi, puisque c'était Daniel Beretta. J'avoue qu'il y a eu une hécatombe. Voilà, c'est toujours difficile, délicat de reprendre des rôles. Maintenant, The Show Must Go On. Hein, il n'y a qu'un personnage, je crois, aux États-Unis qui a vendu sa voix en IA. Comment il s'appelle? Toi, tu sais parfaitement. Oui, c'est Dark Vador. Celui de Dark Vador. Voilà. Qui lui est décédé, mais qui a vendu sa voix pour ses ayants droit, pour que l'aventure de Dark Vador continue. Donc lui, il sera remplacé par l'IA. Le doublage, il est venu un petit peu par hasard dans notre carrière de comédien. Moi, j'ai travaillé, justement, j'ai travaillé plusieurs saisons en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône. Et je faisais beaucoup de théâtre. Et dans le théâtre public, théâtre subventionné. Et puis le doublage, il est arrivé un petit peu par hasard. En 84, j'ai participé au premier stage professionnel de formation de doublage. Voilà, et puis ça a plutôt pas mal marché pour moi. Et à partir de là, le doublage est devenu mon activité principale, bien que je continuais au théâtre, mais avec les Simpsons, puisque les Simpsons ont une telle longévité que pourquoi le doublage a pris de l'importance. C'est vrai que les réseaux sociaux, à ce niveau-là, jouent leur jeu à fond. C'est vrai que de plus en plus, mais c'est toujours bienveillant. Voilà, c'est ça qui est formidable avec les Simpsons. Les gens arrivent vers nous toujours avec la banane. Et ça, voilà, c'est tout gagné. C'est que du bonheur pour la journée. Oui, parce que... Oui, c'est vrai que les commerçants dans notre quartier à Paris, ils nous reconnaissent, ils savent qui on est. Mais bon, je crois que c'est un peu le succès des réseaux sociaux. Pourtant, on n'y est pas tellement présent. Bon, il y a un Instagram, d'accord, mais voilà. Donc les gens nous reconnaissent et c'est toujours gentil. Ils nous demandent des photos ou souvent des photos ou un selfie. Voilà, on le fait volontiers. Hein. Alors après, les vidéos, c'est un peu plus compliqué parce que on n'en finit pas, quoi. Voilà, donc... et puis on fait quelques conventions. Là, on va être à Poitiers à la fin du mois.
grosses conventions. On en fait quelques-unes, on en fait 2-3 par an, mais pas plus. Parce que c'est fatigant. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que... Bon, moi, je double beaucoup de films et de séries. Enfin, en fiction fictive, voilà. Pas forcément beaucoup de dessins animés. Je trouve que le travail de doublage en France est particulièrement, je dis pas remarquable, mais très bien fait. On ne peut pas faire un bon doublage avec un mauvais produit, déjà. Si la série à la base américaine voilà, est mauvaise, on fera quelque chose de correct, mais pas d'extrêmement bon. C'est toute une chaîne de travail, hein, le doublage. Ça commence par une détection pour l'ouverture et fermeture des bouches. Après, il y a une adaptation du texte. Et en général, les auteurs donc, sont choisis en fonction du produit. Et je pense que la qualité, alors vous dites qu'elle est là de plus en plus, peut-être. En tout cas, moi j'ai toujours été assez contente quand même des textes sur lesquels j'ai travaillé. Pas tout le temps, hein, je reconnais, mais relativement souvent. Je dois dire que les chaînes supervisent de plus en plus maintenant. Donc on a beaucoup plus de pression au niveau de la hiérarchie, les castings sont de plus en plus fréquents. Même si on nous connaît depuis tant de décennies, on passe des essais de voix tout le temps, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus rigoureux qu'avant. C'est moins drôle. Voilà, c'est moins festif. Voilà, on s'amuse moins, on fait notre travail bien. Mais c'est plus pareil qu'avant. Voilà. Non, puis c'est l'éternel débat entre la VO sous-titrée et la VF. Alors c'est vrai que la VF, la francophonie, ça représente quand même 450 millions de personnes dans le monde. Et c'est vrai que les Simpsons, c'est diffusé dans tous les pays francophones, sauf le Québec, qui a sa propre version. Alors après c'est un choix artistique. C'est vrai que en lisant des sous-titres, si on choisit la VOST, on suit plus l'image. Et si jamais le film est très bavard, je pense à des Woody Allen ou Roberto Benigni, je veux dire, on fait que lire des sous-titres. Et donc on ne voit plus l'image. Et puis il y a des films qui sont impossibles à sous-titrer. Pourquoi ? Parce que ça parle tout le temps. Moi, j'ai l'exemple du film de JFK. JFK, où superposition de dialogue. Voilà, donc on superpose des images d'archives qui sont traduites, donc il y a des sous-titres, et on a les acteurs, les protagonistes principaux qui commentent ces images d'archives. Donc au bout d'un moment, si vous lisez les sous-titres, vous ne savez plus qui parle. Et en plus, la contrainte des sous-titres, c'est il ne faut pas saturer l'image. Donc on peut mettre 2, 3, 4 lignes à grand maximum. Donc il y a une perte de compréhension. Et c'est là qu'un bon doublage facilite les choses. Maintenant, après, il y a des gens qui sont partisans de la VOST ou de la VF, mais c'est vrai qu'en France, la VF, on a une tradition qui... Le doublage est bien fait. Par exemple, les voix d'enfants, avant, elles étaient doublées par des comédiennes qui étaient spécialisées dans les voix d'enfants. Maintenant, les voix d'enfants, sur un long métrage, on va choisir des enfants, on va demander l'autorisation à la DAS de les employer. Donc voilà, donc le doublage, il est vraiment bien fait. Les textes sont relus, sont supervisés. Dans les chaînes, il y a des gens compétents pour contrôler les produits. Voilà, non, on n'a pas à rougir du doublage français. Après, il y a des ratages, hein. Il peut y avoir des ratages de casting. Il y a des mauvais textes, des mauvaises adaptations. C'est vrai, ça existe aussi. Voilà, il est l'heure 17h38. Voilà, comme les séances s'enchaînent, voilà, on va clore cette rencontre en vous remerciant vraiment infiniment de vous être prêtés tous les deux au jeu, vraiment. Sachant que vous avez des impératifs à 18h15 pour aller voir un film, donc qui est dans une autre salle, donc on va faire des photos, faire quelques photos, voilà. Mais voilà, on va essayer de cadrer tout ça. Ouais. Mais merci encore à vous deux, merci à vous.